chers auditeurs de Radio Sigida Kuka. Aujourd'hui, nous allons causer avec Dr Shogel Maïga en français. Vous n'êtes pas beaucoup habitué au français sur cette radio, mais avec le docteur, c'est pour que vous compreniez beaucoup de choses. Et qui est le docteur Shogel Maïga? Et on parle d'accord de rébellion dans notre pays. La rébellion, qu'est-ce qui se passe? L'accord même, c'est quoi? Koulibaly, merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous féliciter, vous et votre équipe, et vos auditeurs. Vous savez, le travail que vous êtes en train de faire, peut-être que vous-même, vous n'imaginez pas son importance pour les Maliens, parce que, comme le dit Nelson Mandela, un peuple instruit, un peuple qui lit, c'est un peuple qui gagne. Le peuple malien a besoin de comprendre ce qui se passe. Le peuple malien a besoin de voir clair. Le peuple a besoin de décider en toute connaissance de cause. Et ça, ce travail d'information, de sensibilisation que vous participez. C'est pourquoi je voudrais vous saluer. Et vos auditeurs aussi, je les salue parce qu'ils prennent de leur temps pour comprendre. Un bon citoyen, c'est celui qui comprend ce qui se passe dans son pays. Et le rôle du responsable politique, ce n'est pas seulement de chercher à être président, de chercher à être ministre, de chercher à être maire, de chercher à être conseiller, c'est d'instruire, d'éduquer la population. Ce travail d'éducation, c'est à ça que moi je me suis dédié depuis quelque temps, et de toujours d'ailleurs, pour expliquer aux Maliens les choses qu'ils ne comprennent pas. Et je m'appelle Shogel Maïga. Je suis connu au Mali sous le nom de Shogel. Je suis ressortissant du cercle d'Ansongo, un village de Tabango de la région de Gao. J'ai fait mes études d'ingénieur. J'ai un doctorat en sciences des télécommunications, spécialité satellite, obtenu en 1988 à l'université des télécommunications de Moscou. Je suis rentré au Mali, j'ai fait le service militaire. Le SNJ, le service national des jeunes, sous le numéro matricule 21831. Je suis un soldat de deuxième classe, en réserve naturellement. Je suis dans l'administration des télécoms depuis des années, jusqu'à ma retraite anticipée que j'ai prise en 2017. J'ai été ministre dans différents gouvernements. J'ai dirigé l'autorité de régulation des télécommunications. Aujourd'hui, les sujets sur lesquels vous voulez m'interroger est un sujet d'actualité. C'est les sujets les plus importants dont dépendent l'avenir et la vie du Mali. L'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger est un document qui a été signé, qui devait servir de base pour avoir la paix au Mali. Malheureusement, aujourd'hui, nous constatons qu'il piétine. Il piétine pourquoi? Parce qu'en réalité, les trois acteurs de la mise en œuvre de l'accord, que sont la communauté internationale, l'État malien et les mouvements séparatistes, n'ont pas les mêmes objectifs. Ils ne l'ont pas signé dans le même esprit. Je voudrais expliquer aux Maliens que cette rébellion, qu'on appelle rébellion Touareg, c'est un mot qui est utilisé pour nous tromper. Ce n'est pas les Touaregs qui ont provoqué cette rébellion. Ce n'est pas les Arabes. C'est quelques individus venus de l'extérieur, soutenus de l'extérieur, auxquels on a fait une promesse de diviser notre pays, soutenus par des puissances étrangères, et qui ont imposé la guerre à notre pays parce qu'ils ont trouvé qu'on a nous-mêmes détruit notre armée pendant 20 ans. De quoi s'agit-il? Vous savez que le Mali avait l'une des armées les plus puissantes de la sous-région. Dans les années 90, je donne toujours un exemple souvent aux uns aux autres. Je dis que quand les Français sont intervenus en 2011-2013 pour chasser les terroristes de Konna, ils ont utilisé 4 avions, 2 avions venus du Tchad qui ont bombardé Konna, 2 avions venus de France qui ont bombardé Djabali. Le Mali avait plus de 30 avions du genre dans les années 90. Aucun pays de la sous-région n'en avait si, c'est le Nigeria.
La puissance de feu de l'armée malienne était inégalée dans la sous-région. Aucun des pays ne pouvait. C'était supérieur à la puissance de feu de plusieurs pays réunis. Les avions de chasse, les hélicoptères, les orgues de Staline, les Berdem, les B-21, on en avait de quoi nous défendre sur les 7 frontières en même temps. Malheureusement, cette armée a été désorganisée. Elle a été détruite par les politiques. C'est pour cela que je dis la crise que nous vivons, c'est le résultat de la trahison de notre armée et de notre peuple par l'élite politique. Ceux qui ont dirigé le pays, ceux qui ont détruit l'armée. Et ceux qui n'ont jamais digéré l'indépendance du Mali se sont organisés lorsqu'ils ont su que le Mali n'a plus d'armée. Quand ils ont monté leur plan pour tuer Kadhafi, ils ont négocié avec les Maliens qui étaient dans l'entourage de Kadhafi, qui étaient dans sa garde rapprochée, qui étaient des fonctionnaires libyens, pour leur dire de le trahir. Et retourner au Mali, ils vont les aider à créer un État indépendant qu'ils ont appelé Azawad. C'est quoi? Ça que la réalité s'est imposée à nous. Quand Kadhafi est tombé, ceux qui sont du Niger sont allés, le gouvernement nigérien les a désarmés par la force. Au Tchad, on les a désarmés par la force. Au Mali, nous n'avons même pas de frontière avec la Libye. On est à plus de 800 à 1000 km de la Libye. Les deux autres ont des frontières. Ils sont venus. On n'a pas pu les désarmer parce qu'on n'avait pas d'armée, on n'avait pas les moyens de les désarmer. On a essayé de négocier avec eux, mais ils étaient de mauvaises intentions. Ils étaient soutenus de l'extérieur. Et c'est pour cela que, lorsque le président a été renversé en 2012, la première organisation qui a pris le dossier à main, c'était la CEDEAO, qui a tout de suite dit qu'elle va mettre en place une force d'attente de 3000 hommes qui vont aider à libérer le Mali. Créer une organisation qu'on appelle la MISMA, avec une résolution 2085, obtenue des Nations Unies à travers l'Union africaine. Mais ceux qui ne voulaient pas de la paix au Mali, les puissances étrangères qui n'en voulaient pas, ils ont saboté la force d'attente, ils ont saboté la MISMA. Et ils ont laissé les séparatistes prendre du terrain sur l'État malien. Et en janvier 2013, lorsque Konna est tombé, Bamako a paniqué. Je rappelle que quand ils ont pris Kidal, Gao, Tombouctou, les gens étaient en train de se battre pour le pouvoir et fêter à Bamako. Mais lorsque Konna a été pris et qu'il y avait le risque qu'ils viennent à Bamako, déferler sur toute la région, le gouvernement malien s'est adressé à l'ONU et à la France pour demander une intervention militaire. Mais la demande qui a été faite par le président de la transition, le professeur Dioncounda Traoré, demandait à la France une intervention aérienne et en renseignement. Il n'était pas demandé l'intervention des militaires français au sol. C'est les Maliens qui devaient libérer leur pays. C'est ce qui a été fait à Konna, c'est ce qui a été fait à Gao, c'est ce qui a été fait à Tombouctou. À la porte de Kidal, à Anefis, l'armée française a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. La France est sortie, les autorités françaises sont sorties du mandat du Conseil de sécurité, sont sorties de l'accord qui a entré le Malien pour interdire à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher les MNLA, qui étaient réfugiés, les dirigeants des MNLA, qui étaient réfugiés à Ouagadougou et à Nouakchott parce qu'ils avaient été chassés par les populations et les Moujao pour les ramener, les réinstaller à Kidal. Ils sont allés négocier avec une partie de Ansardine pour leur dire de trahir Yad, de venir se mettre pour créer le HCA, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. Ils ont mis les deux ensemble pour créer la SEMA et obliger le gouvernement malien à négocier avec eux. Ils ont fait faire venir plus de 4000 militaires français dans le cadre de l'opération Serval, avec un budget de plus de 1 milliard de francs CFA par jour. Ils ont fait venir les Tchadiens, ils ont fait venir la MINUSMA, mais l'armée malienne non. Voilà comment on a créé les conditions de la perpétuation de la crise. Les hauts responsables français, j'entends récemment la presse et certains hommes politiques s'inquiéter des déclarations d'un général français à la retraite qui dit qu'on ne peut pas vivre ensemble. Mais au lieu de parler du général à la retraite, il y a les officiels français. Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, a déclaré, et je l'ai expliqué dans le livre que j'ai écrit sur le Nord,
qu'il est venu ici en février 2012 et qu'il a demandé à ATT expressement de donner l'autonomie aux Touaregs. Elisabeth Guigou, c'est la présidente de la commission des lois, de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale française. Elle avait dit qu'il faut mettre un plan d'autonomie du Nord. Jean-Yves Le Drian, qui était ministre de la Défense, le lendemain de la signature de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation, le 15 mai 2015, le lendemain, il a donné une interview sur RFI. Il a dit que les populations du Nord et du Sud ont tout fait pour vivre ensemble, ils ne peuvent pas. Donc ça veut dire qu'il faut la partition. Donc ça veut dire qu'il y a des officiels français, les plus hautes autorités, qui ont organisé, qui ont soutenu le processus de partition du Mali. Mais le gouvernement malien, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps? Je rappelle que le gouvernement malien a signé, a demandé à l'ONU une résolution, la résolution 2100 d'avril 2013, qui exige le désarmement et le cantonnement des mouvements armés. L'accord de Ouagadougou, signé le 18 juin 2013, a prévu 3 grandes actions. La première, c'est l'organisation de l'élection présidentielle sur l'ensemble du territoire national. Ça a été fait et c'est à cette occasion qu'Ibeka a été élu en 2013. La deuxième chose, c'est que dès l'installation du gouvernement de Ibeka, 60 jours après, il devait engager des pourparlers inclusifs avec les mouvements armés que la France a pris soin de réorganiser. Et troisièmement, on devait procéder au désarmement et au cantonnement des mouvements armés. Mais quand Ibeka s'est installé, il n'a pas exigé le désarmement des mouvements armés, ni leur cantonnement. Il n'a pas engagé de négociations. On est resté dans des doubles jeux. Il a voulu dire, il a dit d'ailleurs, que lui ne peut pas négocier avec des mouvements armés. Lui, il est un président élu. Quand il a haussé le ton, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de le discréditer. On a sorti l'affaire Tommy. On a sorti les scandales qu'il y a eu dans l'attribution des marchés de l'armée, où des chaussettes ont été facturées à 30 000 francs. Des choses inacceptables. À partir de ce moment, notre gouvernement a été complètement discrédité et affaibli. Et donc, il ne pouvait plus tenir tête. Le résultat, c'est quoi? C'est la visite catastrophique de Moussa Mara à Kidal, en avril 2014, dont la conséquence, c'est la mort de plus de 150 militaires. C'est la mort de tous les préfets, les administrateurs qui ont crié à l'État. À partir de ce moment, le Mali a perdu le contrôle de son destin. Et nous sommes allés signer cet accord-là à Alger. Le président a retiré l'accord, la gestion de la paix à la CEDEAO pour le confier à l'Algérie. C'est lui qui le sait pourquoi. La finalité, on a signé cet accord en position de faiblesse. Mais nous connaissons dans l'histoire des États qui se sont trouvés en position de faiblesse, mais par l'intelligence, le sérieux, le travail, la persévérance de leurs dirigeants, ils ont inversé la tendance. C'est ce que nous avons espéré. Mais notre gouvernement, malheureusement, n'a pas fait cela. Sinon, nous avons connu dans l'histoire des pays qui ont été défaits. J'ai donné toujours l'exemple de la France à la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Allemands ont pris la France. Tous les membres du gouvernement ont fui, certains dans leur limousine, d'autres à vélo. Mais il s'est trouvé des Français qui se sont organisés pour dire non à l'humiliation, pour dire non à l'occupation et qui ont repris leur pays en main. Donc ce n'est pas une fatalité. Mais notre gouvernement n'a pas fait ce qu'il devait faire. Ses partenaires n'ont pas été loyaux avec lui. Ils ont travaillé à lui mettre les bâtons dans les roues. Les mouvements séparatistes n'ont jamais changé d'objectif. Et notre gouvernement a fait pire. Les mouvements séparatistes ont pris les armes pour prendre le pouvoir au nord. À la suite de la résolution 2085, de la résolution 2100, de l'accord de Ouagadougou, ils ont été déboutés de leur prétention de créer un État indépendant. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Le gouvernement malien, en 2016, deux ministres plus un premier ministre, fabrique un papier dans des bureaux, en cachette, sans aucune publicité. Il trompe la vigilance du président de la République.
Le Premier ministre amène le présenter au Conseil de sécurité le 16 juin pour dire que c'est un accord entre le mouvement armé et le gouvernement. Ils reviennent, ils le signent le 19 juin, en cachette, parce qu'il n'y a aucune cérémonie. Ce document dit quoi? C'est à partir de ce document qu'ils ont remis au mouvement armé ceux qui n'ont pas eu par la guerre ni par la diplomatie. Ils ont dissous tous les organes élus dans les régions du Nord, à Kidal, Gao, Tombouctou, les conseils de région, les conseils de cercle, pour les remplacer par qui? Par des personnes qui ont été nommées dans des bureaux à Bamako, sur recommandation des mouvements armés. À partir de ce moment, l'État a démissionné, l'État a remis le pouvoir dans les mains de ceux qui ne veulent pas de la paix. Et c'est ce que j'ai dit, que c'était un acte de trahison, voire de haute trahison. Donc l'État malien n'a pas joué son rôle. Et les mouvements séparatistes ont continué à faire de la diversion. L'État allait de concession en concession. On les a amnistiés. Les mandats d'arrêt internationaux qui étaient contre eux à cause des crimes qu'ils ont commis en 2012 ont été levés pour montrer la bonne foi de notre gouvernement. On est venu les loger à Bamako dans des hôtels. Ils sont payés, ils sont gardés. Et pendant ce moment, ils interdisent l'entrée de l'État à Kidal, l'entrée de l'armée à Kidal, l'entrée des autorités à Kidal. Le président lui-même, depuis 2013 qu'il a été élu, n'a jamais pu aller à Kidal. Il est allé en 2013, après avoir demandé l'autorisation aux séparatistes. Ils l'ont accueilli avec les drapeaux de l'Azawad. Et le résultat, c'est quoi? Ils ont rempli les urnes pour dire que tout le monde a voté pour lui. Tous les préfets sont à Gao, il n'y a aucun préfet à Kidal qui a supervisé les votes. Donc, voilà les erreurs qui ont été faites. C'est pourquoi je dis que cet accord a été mal géré. Le résultat, c'est la crise au centre. On a oublié complètement le Nord. Or, au Nord, il n'y a pas d'État. Les gens meurent tous les jours. La crise est venue au centre nous pousser dans la guerre civile. Donc, cet accord ne fonctionne pas. Il faut donc le relire, il faut s'asseoir pour identifier ces insuffisances, les corriger pour pouvoir aller de l'avant. Voilà ce que je peux dire à propos de cet accord. Qu'est-ce que cet accord a à voir avec la Constitution? Vous savez, les mouvements séparatistes et ceux qui les soutiennent, sachant que notre gouvernement est très faible, ont glissé des choses dans l'accord issu du processus d'Alger, mais qui n'oblige même pas une révision constitutionnelle. Ils ont parlé d'une meilleure représentativité des populations du Nord, comme si elles n'étaient pas représentées. Et notre gouvernement a accepté, alors que c'est du faux. Parmi les arguments qu'ils ont avancés pour justifier leur soulèvement en 2012, ils ont dit qu'ils n'étaient pas représentés dans les institutions. J'ai rappelé que même la rébellion de 90, quand elle éclatait, ils avaient les mêmes arguments. Mais on a trouvé dans les archives du temps de l'UDPM. L'UDPM avait 10 sections dans les régions du Nord. Sur les 10 sections, dans les 8, les secrétaires généraux et les députés étaient des communautés arabes et touareg. Mais personne n'en a fait un problème, parce que nous, on n'a pas ce problème ethnique-là entre nous. Mais ils ont voulu utiliser ça dans leur propagande, et notre gouvernement a accepté ça. Mais ça ne nécessite même pas une révision constitutionnelle. La vérité, c'est que c'est la communauté internationale et les mouvements séparatistes qui exigent la révision de la Constitution, et notre gouvernement a cédé. Or, la Constitution, c'est la norme suprême des lois. C'est les autres lois qui doivent s'adapter à la Constitution et non l'inverse. Or, notre gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Quand l'accord a été signé, les rebelles n'ont pas dit la vérité à leurs combattants. L'État malien n'a jamais organisé un processus d'appropriation de l'accord. Que le peuple malien sache exactement ce qu'il y a là-dedans, comprenne les tenants, les aboutissants, les difficultés. Il n'y a pas eu de chance d'appropriation, ni au niveau du gouvernement, ni au niveau de l'Assemblée, ni au niveau des populations. On a même quelque chose comme ça, on veut l'imposer. Et aujourd'hui, on veut modifier notre constitution pour permettre, une fois la constitution votée, de glisser des choses dans la constitution qui vont leur permettre après de prendre des lois en série pour mettre les bases de la partition du Mali, comme ces fameux textes sur les autorités intérimaires qu'ils ont fait adopter en 2016 de façon illégale et qui s'est imposé aux populations. C'est pourquoi nous disons au peuple malien d'être extrêmement vigilant, de ne pas accepter cette révision à l'État et dans les conditions où ils sont. Parce que la Constitution dit clairement que lorsqu'une partie du territoire est occupée,
échappe à la souveraineté de l'État, il ne doit pas avoir de révision constitutionnelle. C'est l'article 118. Cet article-là, nous l'avons copié de la Constitution française. Les Français l'ont mis dans leur Constitution. Pourquoi? Parce qu'en 1940, lorsque les Allemands ont occupé la France, ils ont obligé leur gouvernement à modifier la Constitution pour la rendre favorable à l'occupant. C'est pour cela qu'après la libération, les Français ont mis dans leur Constitution en 1946 que plus jamais, on ne doit plus réviser leur Constitution, ou même quand la révision commence, il faut l'arrêter, tant que l'État n'a pas sa souveraineté qui s'exerce sur l'ensemble du territoire. On a copié de la France. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de souveraineté au nord. Oui, mais le président même vient de dire tout de suite que nous sommes en guerre. Raison de plus. Donc on se demande, pourquoi toi tu es en guerre, tu veux imposer une révision à ton peuple? La vérité, c'est que le président n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Le président est un otage d'un certain nombre de forces qui l'ont installé au pouvoir pour son deuxième mandat. Le président est otage de la mauvaise gestion avec quoi on le fait chanter. C'est ça la vérité. Lui-même, il ne peut pas aller à Kidal. Le gouverneur est à Kidal, non, il n'a pas de drapeau du Mali. Sa sécurité est assistée par des mouvements armés. Il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de taxes. Ni à Gao, ni à Kidal, ni à Tombouctou. Les gens mettent des checkpoints. Les tribunaux islamiques qui officiaient sous l'occupation, c'est eux qui officient aujourd'hui dans la région de Tombouctou. Donc, il ne peut pas venir nous dire qu'il peut faire une élection. Au centre, les gens sont en train de se tuer. Mais c'est sous la pression de la communauté internationale et des mouvements séparatistes. Ce gouvernement n'est pas libre de ce qu'il doit faire. Et il ne dit pas la vérité au peuple malien. C'est pourquoi nous disons qu'il faut que les Maliens s'organisent pour dire non. Et on ne peut pas accepter ça. Il faut que tout le monde travaille à ce que l'intégrité du territoire soit contrôlée, que la souveraineté s'exerce partout. En ce moment, on peut réviser la Constitution, on peut réviser toutes les lois, mais actuellement, c'est tout juste pour préparer les conditions de la partition du Mali, ce que j'appelle la partition programmée. De la Constitution, on va encore politique aussi. Donc nous, on constate qu'il y a beaucoup de grands partis politiques qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas présents. Mais ils ont fait un gouvernement de très large ouverture. Hein? Donc, qu'est-ce que c'est cet accord? Et le MPR, en tant que troisième ou bien deuxième force politique, si on le dit réellement, hein, fait partie de cet accord politique. Qu'est-ce que c'est que cet accord politique? D'abord, l'accord, le MPR, en tant que membre du Front pour la sauvegarde de la démocratie, ne l'a pas signé. Ne l'ont pas signé pourquoi? C'est important que je fasse un peu de pédagogie, que les Maliens comprennent. Parce qu'on les a trompés. Ce qui a été présenté, c'est le fruit d'une escroquerie politique. Pourquoi? Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de janvier, février, mars, quand nous avons vu des tueries en masse au centre, l'État qui est en train de perdre son contrôle sur l'ensemble du territoire, nous nous sommes dit, si on ne fait pas attention, notre pays va disparaître. Si on reste dans les querelles politiques de positionnement, le Mali va disparaître. Et donc, la main tendue du chef de l'État a été saisie par le chef de file de l'opposition et des négociations ont été engagées, qui ont abouti à la fin d'ailleurs, à la chute du Premier ministre. Lorsque on s'est dit qu'on se met ensemble, nous nous sommes dit qu'il faut maintenant que notre pays est menacé, qu'il est menacé dans son existence. Notre État risque de s'effondrer totalement. Il nous faut une union sacrée de tous les Maliens pour laisser tomber toutes les considérations d'ordre politique, faire un bloc autour du président pour sauver notre pays. Dans la rédaction de l'accord, nous avons mis que l'État malien, l'État et la nation malienne sont menacés. Il y a des grands périls qui pèsent sur la nation, avec tout ce qui se passe au centre. C'est ça la justification pour qu'à maintenant, on demande l'union sacrée. Ils ont refusé cette formulation. Ils ont dit que c'est parce qu'il y a le terrorisme, parce qu'il y a les grèves. Nous avons dit non. Les grèves, c'est des droits constitutionnels. Le terrorisme a existé de tout le temps. Mais aujourd'hui, notre pays est menacé dans son existence. Ils ont refusé. À partir de ce moment, on n'a plus le même esprit. Pourquoi on se retrouve autour d'Ibeka? Pourquoi on a renoncé à toutes nos revendications? Deuxièmement, nous avons dit que si on se met ensemble cette fois-ci, et que tout le Mali parle d'une seule voix,
il y a des choses qu'on ne doit plus accepter. Aucun acte ne doit plus être posé qui peut conduire à la partition du Mali à court, moyen et long terme. Que ça soit écrit noir sur blanc et que le peuple le sache, que la communauté internationale le sache, que les séparatistes le sachent. Ce que le gouvernement ne pouvait pas dire et faire avant doit être dit et fait aujourd'hui, parce que maintenant tous les Maliens parlent d'une même voix. Ils ont refusé ça. Nous avons dit que le gouvernement, une fois installé, un gouvernement d'union nationale, autrement dit les forces politiques et sociales d'un pays se retrouvent ensemble pour sauver notre pays, il faut que la sécurité des personnes et des biens soit la priorité numéro 1, avant toute autre chose. Ouais. Ils ont dit non. Ils l'ont mis jusqu'en 3e ou 4e position. L'application de l'accord, la révision de la Constitution, ainsi de suite. Nous avons dit qu'on ne peut pas s'entendre sur ça si la sécurité n'est pas rétablie. Nous avons dit qu'il faut qu'on change la façon de gérer le pays. Le gouvernement qui va être mis en place, le gouvernement d'union, il faut que le président accepte cette fois-ci. Qu'on ne veut pas prendre les gens comme ça, qu'on ne connaît même pas. C'est à la télé qu'on vient nous dire de donner les CV, certains font des faux CV. Des gens n'ont jamais dirigé des réunions, ils ne connaissent rien du fonctionnement d'un État. On les change à bout tout de rôle. On a vu ici, pendant qu'on est en guerre, il dit qu'on est en guerre, on cherche des ministres de la Défense pendant 5 fois, en 5 ans. Le ministre de la Justice, on cherche à réconcilier les Maliens 5 fois. Le ministre de l'Administration, le pays est défait, on le change 5 fois. Donc on a dit maintenant, il faut qu'on s'entende avec le président sur les grands défis à lever au Mali. On les énumère. En fonction de ces défis, on met une équipe composée d'hommes et de femmes compétents, expérimentés, qui n'ont pas été impliqués dans les malversations, de très grande moralité. On les propose au chef de l'État. Il choisit là-dedans. Les premiers ont défini le profil ensemble. Après, on lui propose des hommes, il choisit. Et pendant une durée déterminée. Il n'a pas voulu, il dit qu'il faut qu'il fasse comme avant. Et enfin, ils ont dit que tous ceux qui signent l'accord vont soutenir le gouvernement. Mais nous avons dit que nous ne pouvons pas. Que ceux qui signent l'accord vont être là pour mettre en œuvre le programme de Ibeka sur lequel il a été élu en 2018. Mais tout le monde sait que si ce n'était que ça, on n'allait pas avoir la crise au centre. On l'a élu en 2013, c'est pour amener la sécurité, il n'y a pas de sécurité. Donc voilà les raisons pour lesquelles on a dit qu'on n'est pas dans le même esprit. Si on n'est pas dans le même esprit, on ne peut pas avoir le même texte. Et puis on s'est rendu compte qu'en définitive, le président voulait juste donner des postes de ministres à ceux qui en veulent. Et surtout, cibler ceux qui ont contesté sa politique, ceux qui étaient contre l'accord d'Alger, ceux qui étaient contre la révision constitutionnelle. Les mettre dans le gouvernement, et en ce moment, tout le monde va se taire. Si tout le monde se tait, les gens, il va faire ce qu'il veut. Or, lui, il n'est pas libre du tout. Il nous l'a dit dans son interview, il dit qu'ils ont acheté des avions, des hélicoptères. Il a dit ici que l'armée est dotée de tout. On a vu quand le camp de Djoura a été attaqué, ils ont fait plus de 8 heures, aucun hélicoptère n'est venu. Ça veut dire que rien ne marche. Et il ne peut pas dire non. Donc lui-même, il est otage. Et pour le sortir de ça, il faut qu'il s'adosse à son peuple. Et nous étions prêts à abandonner tout pour faire l'union sacrée. Il n'a pas voulu. On a dit qu'on ne signe pas. Voilà les raisons pour lesquelles on n'a pas signé. Même si après, ils ont fait de la publicité là-dessus. On dit qu'il y a un débat politique inclusif. Et ces débats, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça serait un débat qui pourrait solutionner? Vous savez, le débat a été d'abord réclamé par l'opposition. L'opposition, depuis 2013, je crois, moi j'étais dans le gouvernement en son temps, a réclamé le débat, mais c'était un débat pour discuter avec le président entre opposition et majorité, pour voir en quoi ils peuvent s'écouter ou ne pas s'écouter. Mais le débat d'aujourd'hui, c'est un autre débat. C'est que c'est un débat pour faire face à un État qui s'est effondré, un État qui a perdu ses repères, un État qui est en guerre civile, un État qui est mal gouverné. Donc, on a pensé que, une fois qu'on fait l'union sacrée autour du président, il met un gouvernement d'union nationale. Ce gouvernement, on lui donne, on avait dit 15 jours d'abord, ensuite 1 mois. Après, quand ils ont eu l'occasion d'avoir certains avec eux, ils ont mis jusqu'à nouvel ordre. Ils ont mis dans les meilleurs délais.
Et maintenant, on nous dit que c'est 3 mois, personne ne sait quand ça va finir. On pensait que ce débat nous permet de poser tous les grands problèmes, on les diagnostique et on annonce des solutions communes à tous les Maliens. Et le président et son gouvernement vont se donner les mains pour réaliser ça, pour sortir notre pays de la situation du danger dans lequel il est. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on a constaté? D'abord, l'accord qui a été signé le 2 mai avait prévu que même la prolongation du mandat des députés va être traitée au débat. Le 7 juin, le gouvernement fait un conseil extraordinaire, il prolonge le mandat des députés de 1 an. Donc ils ont violé l'accord qu'ils ont signé. Déjà. Et deuxièmement, le dialogue, les personnalités qu'il a désignées pour le faire, c'est des personnalités qu'on respecte bien. Mais ils ont dit dans leur communiqué que c'est à la suite de larges consultations avec les forces politiques et sociales. Mais c'est archi faux. Lorsque leur nom était annoncé à la télé, moi j'ai téléphoné directement au chef de file de l'opposition pour lui demander est-ce qu'il a été consulté avant cette nomination. Il dit non, il a pris à la télé comme tout le monde. Donc ça veut dire que ce n'est pas à la base d'une large concertation comme ils l'ont dit. Maintenant, comme c'est des personnalités qu'on respecte, on attend de voir ce qu'ils vont proposer. Mais déjà, pratiquement, lui, il a clos le débat dans sa dernière interview dans Jeune Afrique. Il dit que ça ne sera pas un 3e tour, ni une conférence nationale. Il n'avait pas besoin de dire ça. Si les gens ont décidé de venir avec lui, de laisser tomber leurs anciennes contestations, ça veut dire que personne ne parle d'un 3e tour. S'il dit que ça n'est pas une conférence nationale, ça veut dire que les résolutions qui vont en sortir, il n'est pas obligé de les appliquer. À ce moment, ça veut dire qu'il a clos le débat. Ça va être une grande messe, on va bavarder, on va parler, on va faire des résolutions. Et puis les gens oublient qu'en 1997, quand il y a eu la crise politique, il y a eu ce qu'on appelle les concertations régionales. Ils sont allés jusqu'à la base. Parler avec tout le monde, ça a duré 2 mois. Les résolutions sont là, moi je les ai, mais il n'y a rien eu après. Donc aujourd'hui, personnellement, je ne suis pas optimiste, mais on attend de voir. Déjà, il y a des grasses pointures de la classe politique qui ont décidé qu'ils ne sont pas là-dedans. Modibo Sidibé Defar dit qu'il n'est pas là-dedans. Cheikh Modibo Diarra dit qu'il n'est pas là-dedans. Zoumana Sako dit qu'il n'est pas là-dedans. Adema Association et Sinida Association disent qu'ils ne sont pas là-dedans. Nous, FSD, on va décider aussi en attendant de voir ce que le triumvirat va proposer. Je ne suis pas très optimiste, mais on attend de voir. Et le mandat des députés, qu'est-ce que vous pensez? Le mandat des députés, je crois que ça, c'est vraiment les signes même d'une véritable république bananière. Voilà un pays qui a une constitution, qui a été copiée sur la constitution française. On dit que le mandat des députés, c'est de 5 ans. La constitution n'a rien prévu d'autre. Ils font 5 ans. Dès le jour où les députés ont été élus, on connaît 5 ans à l'avant le jour où l'élection doit se faire. Ils font 5 ans en train de dormir. Ils se réveillent à la veille de la fin du mandat. Le gouvernement dit qu'il ne peut pas organiser les élections. Le Premier ministre, ils font une mise en scène d'abord. Ils repartissent les rôles. Le Premier ministre écrit à la Cour constitutionnelle qui lui répond qu'on ne peut pas prolonger le mandat. Quelques jours après, les députés se réunissent. Ils disent qu'ils veulent prolonger. La Cour constitutionnelle dit oui, mais vous nous écrivez une telle lettre. Ils dictent eux-mêmes les termes. Et à partir de cette lettre, la Cour dit ah oui, je vous donne l'autorisation de prolonger vous-même votre mandat. Ils prolongent leur mandat. Ils font 6 mois, ils ne font rien. À la fin des 6 mois, ils signent un accord le 2 mai qui dit que la prolongation du mandat sera débattue au dialogue politique inclusif. Dans la version finale de ce document, ils mettent que le dialogue c'est dans les meilleurs délais. Le 7 juin, le Conseil des ministres prend conseil extraordinaire. On dit que le mandat des députés est prolongé de 1 an. On demande l'avis de la Cour constitutionnelle. Cette fois-ci, on n'en a pas entendu parler. Et d'après ce qu'on a appris, la Cour a dit que vraiment elle ne peut plus se mouiller dans ces affaires-là. Vraiment, sa crédibilité est déjà traînée dans la boue. Vraiment, elle n'a pas d'avis à donner. Elle ne veut même pas parler de ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est le gouvernement lui-même qui dit oui, que c'est parti à l'insécurité, que je demande aux députés de voter eux-mêmes une loi pour prolonger leur mandat. Mais c'est ridicule. Mais il y a cette insécurité lorsque le président s'est fait élire. Il y a cette insécurité et il s'apprête à organiser le référendum. Or, le référendum et l'élection présidentielle sont les seules élections qui doivent se faire en même temps sur tout le territoire le même jour.
Les autres élections comme la députation, ils peuvent faire des partiels. Les zones où il n'y a pas d'insécurité, ils organisent les élections. Là où il y a l'insécurité, ils les reportent. Mais la vérité, c'est qu'ils sont incapables d'organiser les élections. Il y a l'incompétence notoire, il y a le manque de volonté, mais il y a surtout le fait qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'argent dans les caisses. Ils n'ont pas d'argent. Même certains impôts de 2020, ils les ont déjà encaissés. Certains impôts de 2019 ont été encaissés en 2018. Mais on ne peut pas dire la vérité au peuple. Il faut mentir, il faut le tromper. Donc c'est sur la base de cette tricherie-là qu'on a installé des gens qui se font appeler députés, que personne n'a élu, que personne n'a mandaté, et qui sont là juste pour voter les lois, pour voter la révision constitutionnelle, pour voter des lois comme celles qu'ils ont votées en cachette il y a 2 ou 3 jours, la loi d'entente nationale, qui permet maintenant à tous ceux qui ont commis des crimes pendant l'occupation d'être blanchis. On n'a pas demandé l'avis des victimes. Ceux qui sont censés avoir commis des crimes ne sont pas venus demander pardon aux victimes. Mais voilà les députés qui se réunissent, qui se donnent un mandat, ils disent que c'est au nom du peuple qu'ils vont accorder le pardon. Mais ça c'est très grave. Pour nous, il n'y a pas de députés, il y a des usurpateurs, c'est tout. Docteur, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de dire aux Maliens que il ne faut pas qu'ils perdent confiance. Moi, je suis convaincu que notre peuple va trouver une porte de sortie. On n'acceptera jamais d'être un État vassal. On n'acceptera jamais d'être un pays quelconque. Notre peuple a marqué l'histoire de l'Afrique plus que tous les autres. Et nous saurons trouver les ressources morales nécessaires pour rebondir. Nous ne sommes pas les seuls. Dans l'histoire, il y a des peuples qui ont vécu ça. La France a été occupée en 1940. Des Français ont dit non. Ils ont reconquis leur souveraineté. La Russie était traînée par terre dans les années 90 et 80. Aujourd'hui, c'est une puissance avec laquelle on compte. La Chine avait été occupée il y a des années. C'est une puissance avec qui on compte aujourd'hui. La Turquie, après la Seconde Guerre mondiale, a été défaite. L'Empire ottoman a été détruit. Ils ont trouvé un homme qui a fait le consensus autour de lui. Ils ont reconstruit leur pays, qui s'appelle Atatürk. On l'appelle le père des Turcs, Mustafa Kemal. Donc, le Mali aura des hommes à l'intérieur qui vont le sauver. Il faut donc que les Maliens gardent le courage et la confiance. Aujourd'hui, on veut nous faire gagner tous par la résignation, par le découragement, en achetant les gens, en leur donnant des postes, en les intimidant, en les battant, en créant une atmosphère de découragement général. Il ne faut pas céder à la résignation. Deuxièmement, il faut que les séparatistes comprennent qu'ils n'ont pas un autre pays. Toutes les puissances étrangères qui les utilisent vont les jeter comme des citrons pressés quand ils n'auront plus besoin d'eux. Il faut donc qu'ils se mettent au service de leur pays, qu'ils viennent chercher la paix et qu'ils aient les mêmes droits et les mêmes obligations que tout le monde. Ils n'ont pas un autre pays que le Mali. Tout ce qui les utilise aujourd'hui, c'est pour les jeter après. Et les grandes victimes de leur comportement, c'est leurs frères arabes, Touaregs, sont répulsés du Nord, qui sont en train de souffrir, qui sont dans les camps de réfugiés, qu'on tue, dont on tue les bétails, les enfants ne vont pas à l'école. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut que les Maliens, aujourd'hui il y a une tendance, un sentiment anti-français, où les gens sont en train de vouloir brûler le drapeau de la France, insulter les Français. Il ne faut pas le faire. Notre peuple n'est pas un peuple ingrat. Les gens ne doivent pas oublier janvier 2013. En janvier 2013, c'est un Français qui est mort ici. Certains même ont donné son enfant, Damien Boté. On a vu comment Hollande a été accueilli ici. Il y a plus de 20 militaires français qui sont morts. Il ne faut pas qu'on oublie cela. Parce que la vérité, c'est que ces militaires, leurs parents ne savent pas pourquoi ils sont morts. Parce que leur gouvernement, ce qu'il fait n'est pas ce qu'il dit à son peuple. Il dit à son peuple que c'est pour aider à libérer le Mali. Or, il est venu incruster la rébellion dans notre pays. Donc, ne soyez pas ingrats vis-à-vis du peuple français. C'est des dirigeants français qui mènent une politique qui n'est pas celle qu'ils disent aux Français, comme les dirigeants maliens ne disent pas ce qu'ils disent aux Maliens. Il ne faut pas donc s'en prendre au peuple français et à la France. Il y a enfin le président Keïta. Il faut qu'il se dise
qui n'a d'autre solution que de s'appuyer sur son peuple. Il ne peut pas continuer à tenir tête aux ennemis du Mali qui veulent diviser notre pays, les puissances étrangères, aux séparatistes dont certains se sont mis au service de l'étranger, à son opposition politique intérieure, à son opposition politique dans son parti, à son opposition dans la société. Seul, il ne peut pas. Et l'oligarchie sur laquelle il compte, l'argent, la police, l'armée, les forces étrangères, la corruption, ne résoudront pas son problème. Il doit s'associer à son peuple, créer l'union sacrée, chercher le sursaut national, changer la façon de gérer la gouvernance du pays, une bonne utilisation des ressources du pays, pour être réhabilité au sein de l'opinion nationale et internationale. Si on ne gère pas bien, on ne va pas nous respecter. Et la communauté internationale, s'ils vont le balader et le faire rentrer dans l'histoire comme celui qui a divisé le Mali. Et je sais que ce n'est pas son intention. Donc s'appuyer sur son peuple. Et enfin, je demande aux Maliens de résister. La résistance est une obligation, est une ardente obligation pour les Maliens. Tous les peuples qui ont été trahis, qui ont été occupés, c'est à travers la résistance qu'ils ont reconquis leur indépendance et leur souveraineté. Il faut que les Maliens résistent. Et cette résistance peut s'exprimer à travers les manifestations monstres, pacifiques, que les Maliens sortent en grand nombre. Bamako a 4 millions. Si vous mettez 1 million de personnes dans la rue, ils sortent à Mopti, ils sortent à Gao, à Kidal, à Tombouctou, à Sikasso, à Kay. En 2 jours, la situation va s'inverser. Voilà ce que je voudrais leur dire. Merci. Et souhaiter vraiment bonne chance. Saluez votre équipe encore pour le travail d'information que vous faites. Saluez vos auditeurs et dire qu'il ne faut pas qu'on baisse les bras. Notre peuple marchera encore la tête haute dans le Conseil des Nations. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup.